Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde émission du Coxicast. Aujourd'hui on est avec Judith, vice-présidente de Humani, et Colline qui m'assiste pour cette interview. Judith, du coup, comme j'ai dit, tu es vice-présidente d'Humani, Humani qui est l'asso humanitaire de Neoma. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ton asso et nous parler de ton rôle? Du coup, bonjour à tous. Donc moi c'est Judith et du coup qu'est-ce que c'est Humani? Humani c'est du coup une asso de Neoma qui cherche à promouvoir l'accès à l'éducation à travers le monde. Donc tout au long de l'année on va faire des levées de fonds pour pouvoir financer des projets, que ce soit des projets éducatifs, des projets de construction ou de rénovation d'écoles à travers le monde. Et à la fin de l'année, les membres les plus investis peuvent partir en mission pour rencontrer les enfants et voir un peu comment les projets se passent et si tout ce qu'on a financé a bien été réalisé, et surtout pour essayer de pérenniser les partenariats, voir si justement on peut continuer à aller là-bas, quels seraient les besoins pour l'année prochaine et comment est-ce qu'on peut permettre à notre impact d'être encore plus positif. Et voilà, et mon rôle dans l'asso, du coup je suis vice-présidente et ça se passe super bien. Donc être vice-présidente c'est relancer les gens, envoyer des messages, voilà, faire chier avec les deadlines, gérer un peu tout, quoi. Enfin, voilà, tout coordonner en tout cas. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta mission? Où est-ce que t'es partie? Ouais, du coup, moi l'année dernière, j'ai la chance d'être partie au Népal. Et c'était encore plus kiffant parce que c'était une nouvelle mission et c'était la mission qu'on avait créée de A à Z. Okay. Donc en gros, à Humani, il y a un pôle mission qui sont les personnes qui gèrent les missions. Mais c'est parce que t'es au pôle mission que tu pars en mission, ça veut pas juste faire ça, c'est-à-dire que tu les prépares juste. Et toi tu es au pôle mission ou... Ouais, l'année dernière j'étais au pôle mission. Okay. Et du coup le pôle mission est lui-même composé en sous-pôles et chaque sous-pôle représente une mission. C'est clair ou pas? Oui. Et du coup moi j'étais dans un sous-pôle qui s'appelait Nouvelle Mission, qui au début n'avait pas de nom, juste l'ancien presse DVP nous avait dit cette année on a les fonds pour ouvrir une nouvelle mission. Du coup go les gars, créer une mission. Et c'était trop bien, c'était hyper stimulant, enfin tu peux partir où tu veux dans le monde, tu trouves... Vous avez vraiment carte blanche. Mais ouais, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et c'était vraiment incroyable. Enfin, du coup, je faisais avec Malo en plus. C'était un super copain. Donc, et de te dire, ok, vas-y, je me renseigne sur les besoins éducatifs dans le monde, où est-ce que j'aimerais partir, trouver un partenaire, une asso qui correspond à nos valeurs. Donc, tu fais 10 milliards de zooms avec 10 milliards d'assos différentes. Et pourquoi t'as choisi le Népal du coup? Et alors, moi, je voulais pas du tout le Népal. Moi, je voulais trop partir en Inde. Enfin, j'étais déjà partie en Inde en mission humanitaire, mais ça n'avait rien à voir avec l'éducation. Et je voulais trop y repartir. Enfin, ça m'avait trop touchée comme pays. Et je m'étais dit. Je pense qu'il y a vraiment un besoin énorme éducatif là-bas et il y a des assos de fous, donc on aurait pu carrément faire un projet de malade là-bas. Et puis Malo a dit non, ce serait le Népal. non, mais après du coup Malo voulait plus le Népal. Pourquoi vous avez penché vers le Népal? Je sais pas, c'est lui qui voulait ça. Et on a trouvé vraiment des bêtes d'assos, des assos qui nous correspondaient plus au Népal. Et puis c'était des assos françaises, du coup ça facilite carrément la communication et tout. Et du coup on a trouvé une asso trop cool qui s'appelle Gers Himalaya. Donc une asso qui est dans le Gers en France et qui a ouvert des écoles autour de Katmandou au Népal et qui depuis gère ces écoles depuis la France et donc fait des levées de fonds en France pour après tout envoyer là-bas. Et du coup on est parti avec eux et c'était super bien. Et comment ça se passe la répartition des tâches? C'est-à-dire que c'est eux qui font les choses et vous appliquez, ça s'organise comment la répartition? Genre le collab un peu. C'est ça. Ok. Du coup déjà il y a beaucoup de présentations, un peu de chit-chat de ok, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu veux partir. Enfin voilà, il y a beaucoup de de blabla. C'est qui sélectionne déjà? Non, c'est nous qui choisissons. Okay. En général, toutes les assos veulent qu'on parte avec eux parce que on est des étudiants qui sont capables de mettre en avant leur asso, on a des fonds, on vient d'une école privée bien reconnue. Donc en vrai, pour eux c'est tout bénef de nous avoir. Pour eux c'est juste une question d'organe, mais en vrai on leur apporte de la thune comme ça, on dit vous inquiétez pas, on va sur place, on fait tout de A à Z. En vrai c'est que bénéf. Donc c'est plutôt nous qui sélectionnons les assos après en se disant ok, avec lesquels on a confiance parce que même chose, faut quand même que ce soit carré, faut que tes conventions de stage soient signées au bon moment, en temps, en heure, pour que tu puisses être rapatrié en France si il y a un problème, voilà. Du coup, en gros, oui, eux ils nous expliquent ce qu'ils ont déjà fait, quels sont leurs projets futurs, nous on voit si ça nous chauffe, est-ce que nous on n'a pas des idées parallèles de comment est-ce que on pourrait amener comment est-ce qu'on pourrait participer à ça. Et puis après, en soi, sinon en général, ils nous disent nos besoins c'est ça. Et nous on dit ok, tel projet ça nous chauffe de le faire, ça coûte trop cher, ça c'est pas dans nos valeurs, ça c'est pas assez en lien avec l'éducation. Et du coup, vous avez fait quoi là-bas? Du coup, concrètement, au Népal, on est intervenu dans 3 écoles, donc toutes rattachées plus ou moins à Gers Himalaya, donc l'école, l'asso avec laquelle on est parti. Il y avait une crèche dans la campagne profonde, vraiment de la campagne. Voilà, il y avait vraiment rien. Mais du coup, c'était une crèche pour des tout petits et du coup, le but c'était que les mères elles puissent quand même aller au travail et pouvoir se remettre dans la vie active plus rapidement sans attendre que leur enfant ait besoin d'aller
en maternelle ou au primaire. Donc dans cette école, on a rénové tout une sorte de débarras un peu. On a fait une salle de sieste et une bibliothèque. Donc ça, c'était super sympa. Et après, dans Katmandou même, il y a une école qui est beaucoup plus grande, qui fait primaire, collège, lycée. Donc il y a quand même 300-400 élèves. Et là, on a financé du matériel informatique essentiellement. Et tout ce qui était livres, matériel scolaire, voilà. Par rapport à ça, tu parlais de la culture tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu un choc un peu de culture, que ce soit avec les gens qui sont là-bas et surtout avec les enfants En vrai, avec les enfants, pas tant que ça, parce que les enfants, ils sont hyper ouverts. Enfin, c'est vraiment genre les gens les moins choqués au monde. Enfin, tu peux leur raconter n'importe quoi, ils diront oui à tout et ils souriront. Donc ça, c'est trop cool. Ce qui était difficile au Népal, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient jamais vu de blonds aux yeux bleus, avec la peau blanche, nanana. Là, on arrivait, on était quand même un groupe de 4 meufs, tout avec... moi, j'ai pas cette couple-là, et plus l'air d'être... voilà, quoi. Blonde aux yeux bleus, les cheveux longs, bref, voilà, c'était un peu... genre, dans la rue, on s'était clairement dévisagé. C'était un peu malaisant au début dans la rue. Les gens qui nous abordaient, on pouvait se faire suivre, des trucs comme ça. Mais après, les enfants, ils ont toujours été hyper ouverts avec nous, ils nous ont posé plein de questions, ils ont toujours été hyper intéressés. Vraiment, ils étaient trop contents qu'on soit là, ils étaient hyper curieux. Donc, il n'y a pas du tout eu de choc culturel avec les enfants. Mais après, avec les gens dans la rue, c'est un peu plus difficile. Mais au fur et à mesure, tu t'y fais, t'apprends à sortir avec des pantalons longs, des t-shirts à manches longues, à faire passer par les rues... les plus importantes et puis tu t'adaptes au fur et à mesure, mais après il y a quand même des trucs où tu restes un peu choqué tout au long du truc. Est-ce qu'il y a des différences en termes d'éducation par le système éducatif? Ouais, carrément. Du coup moi je mets un grand honneur à la laïcité et au Népal ça n'existe pas du tout. Au Népal tout le monde a une religion et une religion ils sont hyper croyants, genre c'est quoi la religion des ils sont bouddhistes principalement, mais après il y a quand même aussi des musulmans, il y a aussi des chrétiens, même si c'est des grosses minorités, mais tout le monde a une religion et tout le monde est pratiquant, mais genre pratiquant en vrai tu vis le truc à fond quoi, et toute la culture tourne autour de ça, toute la ville est construite autour des temples et tout le rythme de la vie quotidienne est géré en fonction du calendrier religieux et des horaires et tout, voilà. Et du coup, nous, déjà, quand on arrivait, qu'on était athées, parce que du coup, ils sont là, vous êtes catholique et tout, t'es en mode, non, moi, je m'identifie comme, je suis athée, quoi. Ils sont en mode, c'est quoi athée? Je crois en rien. Et là, ils sont en mode, t'es folle, tu vas mourir si tu crois en rien, c'est pas possible. Du coup, quand on leur expliquait que, au-delà d'être athée, nous, on était dans des écoles où tu n'avais pas le droit d'en parler, alors que eux, c'était leur préoccupation principale et que c'était, ça faisait toute leur vie. Et que ils comprenaient pas, donc c'était hyper intéressant. Par exemple avec les lycéens on a pu faire des cours sur être athée, la laïcité, c'est quand même des trucs hyper intéressants où pour le coup qui connaissent pas du tout en plus. Qui connaissent pas du tout, donc c'est que de la découverte et c'était hyper intéressant. Les défis un peu moins fun de l'humanitaire, est-ce que tu pourrais en parler, etc., parce que tu parlais justement du choc culturel et des problèmes potentiellement un peu de racisme, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses un peu moins fun que vous avez rencontrées quand vous étiez au Népal En vrai, au Népal, ça va parce que les gens étaient vraiment hyper ouverts et gentils. Dans l'ensemble, les gens sont quand même hyper accueillants. Il n'y a pas du tout de rejet. C'est plus de la curiosité, des fois un peu déplacée, certes, mais c'est jamais de la méchanceté. En vrai, je pense que c'est juste une question d'adaptabilité. Après, ça, il n'y a pas vraiment de mauvais côté. Mais dans l'humanitaire, c'est beaucoup de pas intervenir pour soi. Je sais pas trop comment expliquer, mais genre tu vas pas pour te sentir bien et tu vas pas pour te dire ok vas-y je fais une bonne action. Moi je pense que c'est hyper important de pas avoir cette image de... à Néoma il y a quand même beaucoup ça de Humani vas-y c'est l'assaut de blancs qui vont sauver les enfants genre. Voilà c'est un petit problème. Et du coup moi je me bats vraiment pour qu'on enlève cette image là de l'humanitaire de façon générale et surtout à Humani parce que je sais que en tout cas au petit bureau on porte pas du tout ces valeurs et que c'est pas du tout ce qu'on essaye de transmettre et qu'on le fait pas pour nous. Voilà. Ça c'est pas, je vais pas poster une photo sur LinkedIn avec écrit ouh j'ai sauvé les enfants genre. Ça je pense que c'est un peu les mauvais côtés de l'humanitaire. Même quand on cherche à démarcher pour des fonds, des trucs comme ça, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en mode bon ta gueule, genre tu payes 15 000 € ton année, va pas me dire que tu vas sauver des enfants à l'autre bout du monde genre. Je vois, okay. Et comment vit le groupe Humani pendant la mission? C'est incroyable. C'est trop bien. Du coup on part en petit groupe, donc l'année dernière au Népal on est parti à 6, au Pérou ils sont partis un peu plus à 8,
Juste la sélection, c'est vraiment les personnes qui sont le plus impliquées dans la Bah, du coup, c'est déjà sur la base du volontariat quand même, on t'oblige pas à partir. Oui, évidemment. Mais après, oui, ça, c'est l'implication, ça. C'est l'implication dans l'asso. Bah, du coup, le groupe, c'est vraiment du team building à 200% parce que bah, tu pars avec des gens que tu connais que à moitié, voire très très peu. Parce qu'ils peuvent être dans d'autres pôles que toi, par exemple. Et du coup, t'as jamais vraiment travaillé avec eux. Et c'est trop bien, enfin, tu vis une aventure où t'es avec des gens qui ont ton âge et tout, qui ont connu les mêmes choses que toi, et tu découvres tout ensemble et tu vis toutes les aventures ensemble. Donc, en vrai, ça forge vraiment des groupes. Et je vous jure que, genre, nous, le groupe Népal, on continue à parler du Népal quand on est entre nous. Je sais que par exemple, le groupe Pérou, il continue à se faire des apéros Pérou où ils mangent genre des spaghettis péruviennes, genre un an après, tu vois. C'est incroyable. Genre, le groupe Bénin, ils avaient des délires autour de jeux. Enfin, ils faisaient toujours les mêmes jeux de société. Genre, ils vont se retrouver pour continuer à faire ces mêmes jeux de société un an après. Enfin, c'est trop bien. Alors qu'à la base, c'est des gens qui se connaissaient très peu. Et bah, enfin. Genre, ouais, voilà, tu pars à l'autre bout du monde avec des gens random, donc en vrai, forcément, ça a lien, carrément. Donc, concernant vos moyens de financement, comment vous récoltez et est-ce que vous êtes satisfait de la somme que vous avez récoltée l'année dernière, par exemple ? Bah, satisfait, tu peux toujours faire plus, enfin, tu peux toujours dire... Bon, je pense que je serais jamais vraiment satisfaite de ça. Mais du coup, c'est beaucoup de levée de fonds via les étudiants à Neoma. Donc, tout ce qui fait... on avait fait... L'année dernière, on avait fait un d'écouter classique. On avait fait un gala... Je me souviens plus. On avait fait un gala, un rallye Faritas. Je sais plus tout ce qu'on avait fait l'année dernière. Bref, on avait fait des bêtes d'events. Et du coup, on avait gagné entre 10 000 et 15 000 euros. Plus 10 000, ouais. Et après, on fait des trucs... on essaye de s'ouvrir sur la ville de Reims. C'est plus difficile. Mais petit à petit, d'année en année, ça prend. Et cette année, on a eu la très bonne nouvelle d'être défiscalisé. Donc... c'est quoi être défiscalisé ? Je peux faire un petit peu. Ok, du coup, être défiscalisé, c'est quand tu fais un don à une association qui est reconnue d'intérêt général par l'État. Et donc, ce que tu donnes, après, est déduit de tes impôts à hauteur de soit 60%, soit 66%. 66%, c'est pour un peu les plus gros assos. Et donc, nous, c'est-à-dire que si tu nous donnes 100 euros, et il y a 60 euros qui vont être déduits de tes impôts l'année d'après. Donc, en vrai, c'est comme si... tu donnais beaucoup moins. Du coup, c'est tout bénéf, vous pouvez donner si vous voulez. Et du coup, en vrai, ouais, c'est carrément un... Bah, c'est un bon truc pour démarcher, quoi. Enfin, tu te dis, ça y est, les entreprises, elles vont vouloir donner. Même les parents d'élèves, ils vont vouloir donner et tout. Mais après, il faut la mettre en œuvre. Et en vrai, ça, c'est un peu un échec pour l'instant. Parce que du coup, on a eu la défisque, donc on a le papier et tout. Mais après, en vrai, il y a toute une stratégie de démarchage à mettre en œuvre. Et c'est pas du tout comme démarcher avant, juste chercher des dons un peu... comme ça dans la rue, voilà. Et j'avoue qu'on n'a pas trop réussi à la rendre fructueuse pour l'instant. C'est un truc que je pense que le prochain bureau va travailler dessus. Mais en fait, c'est démarcher, ça prend un temps de zinzin, quoi. Et encore plus quand t'es défiscalisé, du coup, tu peux envoyer des mails à la terre entière, genre. Enfin, comment tu fais pour sélectionner les entreprises ? Comment tu fais... Enfin, qu'est-ce que tu envoies comme mail ? Pourquoi est-ce qu'ils te rejettent ? En plus, à chaque fois, tu sais, il faut passer par les C ou les trucs comme ça. Ça se trouve eux-mêmes en interne dans des entreprises. Enfin, voilà. Donc, c'est un peu nos moyens de financement. Tous ces sous, vous les investissez dans uniquement les voyages ou l'émission. Exactement. Oui, c'est ça, c'est la chose. Mais vous les investissez directement dans l'émission ou dans autre chose aussi ? Alors, c'est quand même, on va dire, 80% des missions. Mais après, sinon, on peut les investir pour faire des levées de fonds. Ok. Genre, par exemple, l'année dernière, on a fait un gala, bon, il n'a pas marché, donc c'est un mauvais exemple. Mais du coup, genre, t'as investi, tu prends ta trésor pour faire le gala et pour espérer ramener plus après. Ouais, voilà, c'est juste ça. Du coup, oui, on investit tout dans les missions. C'est pour ça que les personnes qui partent en mission, ils payent tout de leur poche. Le trajet, le logement, la nourriture, ils payent tout. Enfin, le but, c'est que 100% de nos bénéfices soient reversés uniquement pour l'éducation et pour nos associations partenaires. Sinon, si tu pars avec... c'est bon, c'est pas le Club Med, genre on va pas te payer un voyage à l'autre bout du monde, te ferais payer. Enfin, moi, je me sentirais pas très bien de me dire, je fais ça, quoi. Quels sont tes objectifs personnels et pour l'asso tu nous as parlé par exemple de ton projet professionnel, tu voulais faire un lien avec du coup l'humanitaire. Ouais, du coup mon projet professionnel, en gros c'est Humani, quoi. Non, en vrai, d'avoir été VP à Humani et d'avoir fait des stages dans des énormes assos au niveau local, je sais que je vais faire de l'humanitaire au niveau local. Il n'y avait pas un projet de Bulgarie ou quelque chose comme ça ? En vrai, c'était mon projet perso, mais il y a personne sauf moi qui le voulait, donc... en gros, ouais, moi j'étais 100% pour... Du coup, cette année, on a changé beaucoup de missions. Sur les 4, on en a changé 2. On garde que Népal et que Pérou. Et cette année, on a trouvé des partenaires au Vietnam et à Madagascar. Okay.
Et Vietnam, c'était prévu depuis longtemps parce que il y a 3 personnes qui sont, par hasard, hein, 3 personnes qui sont rentrées dans l'assaut et qui sont franco-vietnamiens ou 100% vietnamiens. Donc c'est des personnes qui ont déjà une connaissance de la culture locale énorme, qui ont déjà des contacts sur place, qui savent parler vietnamien. Enfin, c'est carrément un plus, quoi. Pour partir, c'est trop bien, et même pour avoir un réel impact, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, on s'était dit, vas-y, on ouvre une mission au Népal. Et moi, je voulais ouvrir une mission en Europe de l'Est. Parce que partir à l'autre bout du monde, c'est un coût énorme, surtout quand on n'avait pas la défisque. Moi, par exemple, pour partir au Népal, j'ai payé 900 € mon billet d'avion. Je leur ferai pas, quoi. Et tout le monde ne peut pas se le permettre, et ça a beau être une expérience incroyable. Est-ce que ça coûte 900 €, plus tu rajoutes encore 500 € sur place pour y rester 1 mois et demi? Je sais pas, tu vois. Est-ce que ça vaut le coup de détruire la planète pour faire un aller-retour pour rester 1 mois? Ça, franchement, c'est une grosse question. Et du coup, je voulais ouvrir une mission en Europe de l'Est parce que ça coûterait beaucoup moins cher financièrement, écologiquement. Ce serait un truc où tu pourrais partir en bus. Et pour moi, les besoins éducatifs étaient tout aussi importants, et ça pourrait être une mission qui serait tout aussi intelligente et à impact qu'à l'autre bout du monde. Mais les personnes à qui j'ai sous-entendu cette suggestion m'ont dit qu'en gros, ils étaient pas chauds, les membres étaient pas chauds de travailler là-dessus, parce qu'ils disaient que si on part en Bulgarie, Roumanie, Europe de l'Est de façon générale, les besoins n'étaient pas assez grands à leurs yeux, et que là-bas, personne parlait français ni même anglais, que du coup ça serait hyper difficile pour le dialogue. Moi perso, je trouve que cette excuse, elle est pas valable. Au Népal, pour le coup, au Népal, les enfants parlaient très très bien anglais. Mais par exemple, au Pérou, les enfants, ils parlaient juste espagnol, et il y a des personnes qui sont parties en Pérou, ils avaient fait allemand toute leur vie. Et ça n'a causé aucun problème. Ils n'ont pas moins apprécié la mission. C'est des enfants, t'arrives forcément à communiquer avec eux. Et pour moi, les besoins éducatifs, ils restent hyper importants, que ce soit à Madagascar, au Vietnam ou en Roumanie. Voilà. Donc, oui, c'est un projet que moi, j'aurais trop kiffé mettre en place. Me dire, tu peux partir, t'as pas besoin de prendre l'avion et tout, et ça coûte beaucoup moins cher. Du coup, ça permet à une plus grande diversité de membres de partir aussi. Mais ça... peut-être plus tard. J'espère, en vrai, je trouve que ça va carrément bien, ouais. Est-ce que tu as un dernier petit mot à dire, si tu veux dire un mot aux personnes qui aimeraient potentiellement rejoindre Humani, je sais pas. C'est hyper stressant. Écoutez, Humani, c'est vraiment une top asso. Moi, je suis éclatée là-dedans pendant 2 ans, et du coup, n'hésitez pas à rejoindre et à tenter votre chance, et à surtout, même si vous avez des suggestions autour, on est preneurs, donc envoyez-nous des messages. Et voilà. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Colline, merci Gabin qui est derrière, que vous ne voyez pas, qui est à la régie. Merci pour tout. Merci d'avoir écouté du coup ce podcast jusqu'au bout. Le podcast est disponible sur les plateformes, donc Deezer, YouTube, et même gratuitement sur Arte Radio. N'hésitez pas du coup à nous suivre aussi sur les plateformes et ensuite sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook, vous avez tout affiché là. Voilà, merci encore, et on se retrouve pour un nouveau Coxicast très prochainement. Merci.